Rencontre entre les représentants du ministre des Domaines et de l'Habitat, les déguerpis et ceux menacés de déguerpir de la zone dite aéroportière. Certains acteurs politiques de la société civile et les députés de la 6e législature demandent la dissolution du Conseil national de transition CNT. Selon eux, il est illégitime. Vous aurez dans cette édition le point de vue de l'AGICAD à travers sa directrice exécutive Adam Diko. Le budget estimatif pour l'organisation des élections à venir s'élève à 96 milliards de francs CFA selon le ministère de l'administration territoriale. Selon Dr Abdul Karim Djamoutene, économiste, ce budget doit être épuisé dans les dépenses courantes. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision comme annoncé afin de s'imprégner de la situation de la zone aéroportière en cours de démolition. Les représentants du ministre des Domaines et de l'Habitat étaient présents sur invitation des déguerpis et se menaçaient de déguerpir. Reportage. Cette rencontre avec les représentants du ministre des Domaines et de l'Habitat a permis à la plateforme des habitants de la dite zone aéroportière d'exprimer leur inquiétude par rapport à l'opération de démolition lancée par le gouvernement de la transition. En guise de témoignage, cette dame affirme avoir reçu la sommation après démolition de sa maison. Mais ministre bora ka kuma do fo famado ne ma fo ayen galon tigede. Ma maison a été démolie à Faladje Solola. Le communiqué que le ministre a fait, je n'ai pas dit qu'il a menti, car c'est une autorité de ce pays. Mais la manière dont on l'a expliqué cette affaire de démolition n'est pas la réalité du terrain. Parce qu'ils ont affirmé qu'ils nous ont donné des documents de déguerpir 3 mois avant, chose qui n'est pas vraie. Ma maison a été démolie le 19 janvier et j'ai reçu la sommation le même jour après démolition. Je suis une victime. J'ai quitté Nioro pour venir m'installer ici, car les bandits armés ont incendié la maison de ma petite sœur qui s'y trouvait avec son enfant. Ils ont tous les deux perdu la vie. Mon petit frère qui était un témoin oculaire de cet acte barbare a été assassiné également. Mes parents n'ayant pas supporté la situation ont rendu l'âme de suite la même semaine. Le seul petit frère que j'ai était le chauffeur du juge Sonkalo assassiné par les assaillants après son enlèvement. C'est à la suite de ça que j'ai construit une maison pour mon petit frère à Faladje Garbal pour l'héberger. Un beau matin, ils sont venus avec les tracteurs. Ils ont tout démoli, sans qu'on ait le temps de prendre nos affaires. Je profite de l'occasion pour supplier les autorités de nous restituer nos habitations, car nous n'avons nulle part où aller. Donc ne koni ayira ula ukake ala ni kira kama ukanga yoro dama wa hali nu ya dama setanye ka jode uka jo fendama. De plus en plus anxieux concernant cette situation, les déguerpis et ceux menacés de déguerpir détiennent tous des permis d'occupation selon Abdul Salam Togola, membre de la plateforme des habitants de la dite zone aéroportière. On a servi pour nous de cadre pour s'exprimer et donner des contre-vérités concernant leur communiqué qui a fait état que tous ceux qui ont été victimes de cette démolition ont reçu des sommations avant l'opération. Nous savons que c'est une réalité qui est différente de ce qui s'est passé sur le terrain. Nous sommes venus avec des arguments pour leur dire que les gens ont reçu l'information ou la sommation sur le lieu de la démolition et d'autres même après démolition. Et nous avons dit aussi qu'ils ont dit que les gens sont installés illicitement. Nous avions des documents à l'appui qui prouvent que personne n'est installé ici illicitement. Chacun a un document lui permettant de s'installer sur cette zone-là. Et c'est ce qui veut dire que leur argument d'installation illicite n'est pas la réalité du terrain. Et nous les avons fait comprendre aussi que dans leur communiqué, nous avons compris qu'ils ont fait état d'une certaine licence dont le Mali risquerait de perdre en cas de cette occupation-là. Nous avons dit que selon nos investigations, nous n'avons vu aucune part, dans aucune source, que le Mali est lié à l'aéroport avec une licence. Nous n'avons jamais entendu parler d'une question de licence entre le Mali et l'aéroport. Donc nous les avons avancé ces arguments-là. Bref, le cadre nous a permis de leur dire que ce qui se dit comme rapport du ministère est différent de la réalité du terrain. Alors l'intermédiaire était le Haut Conseil islamique présidé par Ousmane Chérif Madani Haïdara, qui a permis
permis cet échange-là entre nous et les départements. Pour Aboubakar Sirgi Kanta, les procédures sont en cours pour saisir les organisations internationales des droits de l'homme. Oui, les dossiers sont en cours. Nous sommes en train quand même de monter les documents pour saisir non seulement la justice, mais aussi Amnesty International, aussi les membres des droits de l'homme. C'est la mairie seule qui est habilitée à donner, c'est-à-dire des documents officiels de lotissement. Donc le maire nous a notifié les notifications, aussi les sous-préfets et les préfets aussi nous ont notifié les lettres d'attribution. Et ces lettres d'attribution et ces notifications, nous avons payé les quittances et tous ces reliquats rentrent au niveau de la caisse de l'État. Donc moi je voulais dire tout simplement qu'au niveau des domaines et des cadastres, c'est uniquement les titres fonciers. Donc si quelqu'un veut te vendre un titre foncier, tu peux aller voir au niveau des domaines. Mais s'il s'agit des lettres ou bien des notifications, ça c'est au niveau de la mairie. Même au niveau de la mairie, il y a aussi les représentants des domaines de l'urbanisme qui sont là. Ils travaillent avec la mairie. Donc si quelqu'un vient de nous dire qu'on ne devrait pas quand même acheter un document d'un parcelle sans avoir passé par le domaine de l'État, moi je dirais tout simplement que la personne doit revoir les textes. Vraiment, sinon cela n'est pas le bon chemin. À noter que lors de cette rencontre, les représentants du ministre des Domaines et de l'Habitat disent avoir pris note pour informer le ministre sur la situation. En attendant, ces populations menacées de déguerpir dorment avec la peur au ventre. Quelques mois après la mise en place des organes de la transition, certains acteurs politiques de la société civile et les députés de la 6e législature demandent sa dissolution. C'est dans ce cadre que nos reporters se sont entretenus avec la directrice exécutive de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJICAD pour connaître son avis sur la question. Selon elle, dissoudre le CNT, c'est mettre en retard l'équipe de la transition dans l'exécution de la feuille de route. Elle est au micro de Kadiatou Guindo. Je pense que c'est un peu ironique parce que beaucoup sont aujourd'hui dans le CNT. Cécile aussi avait demandé la dissolution de l'Assemblée il y a un certain temps en disant que l'Assemblée n'était pas légitime et qu'il y a des personnes qui sont mal élues. Donc voir ça de ce côté et comme ça, c'est ironique. C'est comme si l'histoire se répète. Alors, ceux qui disent aujourd'hui que le CNT déjà mis en place ne veut pas être dissoute était déjà hier ceux qui disaient que l'Assemblée doit être dissoute parce qu'il y a 31 personnes qui sont mal élus. Donc, je pense qu'à ce niveau, quand même, c'est assez ironique. Maintenant, la dissolution du CNT, je pense que la motivation ne doit pas être que les anciens députés réclament sa dissolution. La dissolution peut être motivée par quoi? Le fait que les textes fondamentaux qui régissent le CNT, qui ont parlé de la création, de la mise en place, de la désignation des membres du CNT, ces textes-là ont été violés depuis le départ, ces textes-là n'ont pas été respectés. Donc, vu ces violations flagrantes, on peut dire que cette dissolution, en demandant cette dissolution, c'est légitime. Mais encore une fois, il y a ce qui est légal et ce qui est normal et recommandé. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 14 mois de la fin de la transition. Est-ce que dissoudre un organe législatif à 14 mois des élections pour mettre en place un autre organe, est-ce que ça va être la solution? Je ne pense pas. Mais ce qui peut être la solution, c'est d'ouvrir. C'est-à-dire, pourquoi aller sur 121 membres si nous pensons que ça va créer plus de problèmes? Pourquoi ne pas l'ouvrir en associant les politiques, en associant d'autres légitimités? Parce que ceux qui sont aujourd'hui en train de réclamer la dissolution, qui ont quand même été élus députés, ont beaucoup plus de légitimité, ont beaucoup plus de légalité que ceux qui sont aujourd'hui dans les CNT. Donc, il va de soi que le gouvernement, disons que l'équipe de transition essaye de voir comment est-ce qu'on peut concilier pour que cet organe législatif puisse véritablement jouer son rôle. Et aussi aux membres du CNT de bien se comporter. Parce que souvent, c'est votre comportement aussi qui amène les autres à vous décrier ou à vous délégitimer. C'est-à-dire vous avez été mis en place pour aller rapidement dans le sentier des réformes. Mais si au lieu d'aller sur les sentiers de réforme, vous êtes dans les querelles de personnes en demandant le départ du Premier ministre ou en demandant à un tel, on va plus vous voir comme des gens qui sont venus pour des règlements de comptes et non des gens qui sont venus véritablement pour faire
faire leur travail de législateur. Donc il est important que de l'autre côté, que le CNT joue véritablement son rôle, que les organes de la transition essayent de voir quelles solutions trouver pour légitimer le CNT qui est là, parce qu'en réalité, ce n'est pas un CNT légitime, il y a eu des violations depuis le départ. Et de l'autre côté, ceux qui sont frustrés, notamment les députés qui ont véritablement été élus, comment associer ceci-là dans l'action législative pour que ça puisse être une action beaucoup plus légitime, beaucoup plus acceptée et qui peut avoir l'adhésion des populations. Pour les élections à venir, le budget estimatif a été annoncé par le ministère de l'administration territoriale qui s'élève à 96 milliards de francs CFA. Les acteurs politiques, la société civile et les économistes estiment que c'est un budget de trop vu la situation actuelle du pays. Nos reporters se sont entretenus avec Dr Abdul Karim Diamoutene, économiste. Il répond aux questions de Kadiatou Guindo. Ce qu'il faut comprendre un peu, c'est une partie du budget qui sera consacré à ça. Et donc ce qui est fondamental, il faut qu'on se demande quelles pourraient être éventuellement l'incidence un peu sur le budget et les différentes poches. C'est ce qui est fondamental. Comme j'ai l'habitude de le dire, la dépense elle est importante, mais elle se fait au détriment de quelle rubrique. Vous savez, dans le cadre du budget, le budget en général traduit un peu, si je peux me permettre, les ambitions d'un peuple à travers son gouvernement et qui essaie d'exprimer sa volonté d'aller en avant en termes de recettes et d'engagement, en termes de dépenses. Et maintenant, les dépenses sont financées par des entrées d'argent. Bon, or, ces entrées, globalement, la principale rubrique chez nous ici, ce sont les recettes un peu fiscales. Ce sont les recettes fiscales. Pour ce qui concerne les dépenses, il faut dire qu'il y a les dépenses courantes, les dépenses de personnel, les charges courantes, fonctionnement et consorts, et les dépenses d'investissement en capital. Vous savez, ce qui affecte beaucoup plus la structure de l'économie et surtout l'appareil productif, ce sont les dépenses en capital, en investissement. Vous voyez? Et donc, maintenant, si on doit augmenter des charges, et peut-être que maintenant, il s'agit de voir, est-ce que ça aura une incidence sur quelle rubrique? Est-ce que ce serait sur les dépenses en capital ou les dépenses en fonctionnement? Souvenez-vous, en son temps, quand l'ex-premier ministre Boubèye était là, il avait essayé de faire ponction, n'est-ce pas, sur les dépenses courantes à un moment. Vous savez, fonctionnement, carburant, etc. Peut-être procéder à des réaffectations à d'autres rubriques. Et donc, si le financement en question des élections à hauteur de 96 milliards se fait dans cette optique-là, peut-être en faisant peut-être ponction sur des aspects qui relèvent des charges courantes, on peut comprendre. Mais s'il s'agit de faire cela au détriment des dépenses d'investissement, je crois que là, ça cause problème. Ce que je vais vous dire, c'est que ces 96 milliards-là représentent environ entre 5 et peut-être 6%, n'est-ce pas, des recettes de l'État. Vous voyez que ce n'est pas du tout peu. Et encore, quand on s'intéresse un peu à l'environnement actuel du Mali. Vous savez, nous avons quitté 2020, qui a été caractérisé par la crise de Covid-19 et qui continue, n'est-ce pas, à travers ses effets néfastes d'affecter sérieusement nos économies. Et donc, tous les acteurs, aussi bien les individus, les ménages, que les entreprises qui sont à la base de la création de richesses ont été sérieusement affectées. C'est ce qui justifie les différentes mesures d'accompagnement de l'État qui ont été dévoilées. Maintenant, entre le fait de dévoiler cette ambition d'accompagnement et l'efficacité réelle dans la mise en œuvre de la politique, là, il faut voir et on attend de voir un peu l'évaluation pour pouvoir nous prononcer. Maintenant, là où ça m'intrigue un peu, c'est comment ces sous seront mobilisés. C'est pourquoi vous me dites qu'est-ce que je pense, comment ces sous seront mobilisés. Vous savez, quand je regarde actuellement, même récemment au niveau des CNT, on constate qu'ils veulent aller vers un accroissement des recettes fiscales. Nous avons l'aide de nos assistants qui est, donc souvent qui nous fait le point.
Vous savez, accroître les recettes fiscales voudrait dire quoi? Accroître la pression supplémentaire sur les entreprises déjà qui sont en difficulté. Donc, s'il s'agit de ponctionner une ressource actuellement qui est très rare au niveau des entreprises pour complètement le financement des élections, je crois que ça cause problème, crée problème. Mais s'il s'agit de procéder à une réallocation, n'est-ce pas, des ressources, peut-être au niveau des charges courantes, des dépenses courantes, des fonctionnements et autres choses, ils savent réellement, vous savez tout comme moi dans ces pays que des gâchis, il y en a assez. On n'a pas besoin de convaincre quelqu'un pour s'en apercevoir, on sait comment ça se passe dans ces pays. Mais si c'est à ce niveau-là, faire une économie au niveau de certaines rubriques, je crois qu'il n'y a pas de problème. Ils disent qu'ils vont augmenter les recettes fiscales. Les recettes fiscales, qui les paye? C'est les agents ici. Mais les entreprises constituent un élément majeur. Or, on sait aujourd'hui que ces entreprises sont dans des sérieux problèmes. Vous n'êtes pas entreprise, mais vous savez tout comme moi que l'argent ne circule pas, les gens ont de sérieux problèmes. Augmenter les recettes fiscales voudrait dire soit l'élargissement de l'assiette, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement, on sait, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que c'est une volonté pieuse qui est là de vouloir